Alors, je viens compléter ici les différentes vidéos que j'ai faites sur les installations CVC, et en particulier la partie sur les CTA, et dans les CTA, on a des régulations. Alors, de manière un petit peu plus générale, on parlera de la régulation dans le domaine, avec une première vidéo qui va poser le problème et le vocabulaire. Alors, quels sont les objectifs un petit peu de l'ensemble de ces vidéos? J'ai pas envie de parler de la transformer de la place, de faire un cours sur les asservissements très scolaire, très académique. Non, c'est pas mon objectif. Du coup, parlera pas diagramme de Bott, diagramme de Black, Nyquist, tout ça. J'en parlerai pas. Donc, on parlera pas de marge de phase et de marge de gain. On parlera des performances de la régulation, du vocabulaire qu'il y a derrière. On verra le réglage du correcteur, mais du coup le réglage du correcteur en quelque sorte à la main. Et l'objectif, c'est de sentir la régulation, c'est-à-dire d'être capable d'arriver sur une installation, de diagnostiquer le problème et d'améliorer les choses sans partir dans des modélisations, etc., des choses compliquées. Donc peut-être qu'on parlera un petit peu, je verrai, j'ai pas encore fait toutes les vidéos ni tout le planning de ce que je raconterai, mais on parlera peut-être un tout petit peu Broida, Stretch, Ziegler-Nichols, qui sont des méthodes d'identification d'un système pour obtenir les constantes de temps du système et pouvoir choisir ensuite son régulateur, ses coefficients de régulation. Alors, on va présenter dans cette première vidéo, je vais plutôt présenter le problème et mettre en place le vocabulaire, les notions qui vont me servir après pour développer le problème de la régulation. Alors, on a un système qui a une entrée qui est commandée ici. Alors, on dira que cette commande, elle se fait de 0 à 100% ou de moins 100% à plus 100%. C'est pas quelque chose de très, très important puisque finalement, le système s'adapte tout seul à son type de commande. Bon, c'est pas là-dessus que je veux. On commande un système, hein. Ce système, il peut être perturbé. Hein, on verra aussi, alors ça c'est souvent un peu négligé, les perturbations. Je vais pas en parler au début, mais j'ai mis ces perturbations parce que j'y reviendrai après. Et ce système, il a une sortie qui peut être une température, qui peut être une pression, qui peut être un débit, je sais pas. Enfin voilà, là j'ai mis température, mais peu importe. On va mettre en amont de ce système un régulateur qui va, lui, récupérer une consigne. Et l'objectif du régulateur, c'est que la consigne corresponde, c'est que la sortie, pardon, corresponde à la consigne. Pour ça, on a besoin de récupérer cette grandeur qui est la grandeur régulée à travers un capteur, et le régulateur, donc, il a deux choses. Il a ce qu'il doit obtenir et la réalité du terrain quand même à travers un capteur. Là, ici, c'est la température physiquement, hein, c'est de l'air chaud. Et là, on est passé par une sonde de Gain, quelque chose comme ça, pour obtenir une valeur qui sera homogène à la température. Mais voilà, c'est pas la température en soi. On ne sait pas gérer électriquement de l'air à 40 degrés. Hein. Il faut un capteur avec une valeur de tension qui nous dit que, je sais pas, 4 volts c'est 40 degrés par exemple. Hein. Je dis des choses un peu. Et donc notre régulateur, il se débrouille pour que la consigne soit égale au retour. Hein, je crois que ça se comprend assez bien. Alors, on va rentrer un petit peu plus précisément à l'intérieur de notre régulateur, voir un petit peu tout ça. Donc, on a notre grandeur régulée qui arrive. Le système, là, il est derrière. Hein. On a toujours notre consigne. Alors, on va travailler, en fait, avec la différence entre la consigne et le retour. Et ça nous donne ce qu'on appelle epsilon. Epsilon, c'est-à-dire l'erreur. L'erreur qu'il y a, c'est-à-dire l'écart qu'il y a finalement entre la consigne et notre retour. Et on a un bloc qui, à partir de epsilon, met en place notre stratégie pour obtenir une commande correcte. On appelle ça aussi le correcteur. Et la stratégie, elle change un petit peu. C'est plus simple, quelque part, de travailler et de dire, moi, je veux que mon erreur soit nulle. Je veux que, voilà, mon écart soit nul. Hein, c'est ça qui va être l'objectif de notre correcteur. Alors, si je regarde un petit peu plus précisément, on va avoir des critères de performance pour établir si notre régulation, elle fonctionne bien. J'en profite là il y a deux termes, régulation et asservissement.
quelque part, il y a 2 problèmes. Il y en a un qui consiste à avoir une consigne fixe et donc de regarder, comment la sortie reste proche de la consigne malgré les perturbations. On appellera ça plutôt de la régulation. Et ensuite, on a le problème de l'asservissement, c'est-à-dire que la consigne évolue et on regarde comment la sortie reste proche d'une consigne qui évolue. Et ça, c'est plutôt un asservissement. On a à ce moment-là un critère de poursuite éventuellement d'erreur de traînée. J'en parlerai pas ici. Ça, voilà, on va avoir suffisamment de choses. Moi, je parle de régulation au sens large. Je pense que tout le monde s'y retrouvera, mais il y a un peu d'abus de langage. Alors, on va avoir un premier critère de performance qui est la stabilité. Ça paraît bête, mais il faut que notre système bouclé soit stable. Je l'expliquerai un petit peu dans la vidéo par la suite. C'est pas forcément stable. On a un critère de précision. Donc ça se comprend assez bien. Et on a un critère de rapidité. Alors, on va voir ces 3 critères sur des exemples. Alors, le premier critère qu'il faut avoir, c'est la stabilité. Ben, voilà, par exemple, ici, une régulation d'une CTA où on a la température de soufflage ici et la consigne de soufflage. Vous voyez, en rouge, la consigne de soufflage et en bleu. Ben là, on peut pas parler de précision, on peut pas parler... c'est pas stable. C'est pas stable, vous voyez, on est tout le temps en train d'évoluer. Alors bien sûr, dans les cours d'asservissement, on fait une courbe qui se barre à l'infini, elle se barrera jamais à l'infini, elle va partir en saturation quelque part, ou elle va retomber à zéro. Là, j'ai tracé l'erreur. Donc on a des erreurs qui montent jusqu'à 10 degrés, on n'est jamais, vous voyez, le zéro est là de l'erreur, même en valeur moyenne, on n'est pas autour de zéro erreur. Donc ça, c'est une autre vision où on ne regarde que l'erreur. Alors, une erreur de 10 degrés par rapport à la consigne, ça veut dire que si on veut 25 degrés de soufflage ou 20 degrés de soufflage, on a 10 degrés en soufflage. En termes de confort, c'est pas top, clairement. Et si on regarde un petit peu quelle est la cause de cette instabilité, on voit que la vanne 3 voies ici, elle est en train de passer son temps quasiment entre 100% et 0%. Donc on a une vanne qui fait des allers-retours ici continuellement. Et donc on voit, du coup, ça explique. Donc ça, c'est un asservissement qui n'est pas bien réglé. C'est un asservissement qui m'a été laissé de la sorte après que la société soit passée. Et effectivement, quand on allait dans le local CTA, on voyait la vanne qui passait de 100%, 0%, 100%, 0%. Elle faisait ça toute la journée. Donc ça va pas. C'est même pas la peine de parler de rapidité ou de précision. Ce n'est pas stable. On ne peut parler rapidité et précision que si le système est stable. Donc, le deuxième critère de performance, précision, qui ne se prend a priori que si le système est stable ou à peu près stable. Donc, la précision, c'est assez simple. Voilà donc quelque chose qui va mieux en termes de régulation. Donc, on a ici une consigne, je sais pas, à 22 degrés, et on a la température de soufflage ici qui évolue. On voit qu'on a une petite erreur entre les deux. Cette erreur, oui, elle est de 2 degrés. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'on le tolère? Est-ce qu'on le tolère pas? Là, ça dépend du cahier des charges qu'on aura sur notre régulation, qui n'est pas forcément d'avoir pile poil la température qu'on veut. Alors, après ces vidéos, je donnerai des exemples de réglages de différentes régulations, alors sur des CTA, mais aussi sur des réseaux de chauffage, des choses comme ça. Si je regarde un petit peu plus loin, voilà ce qu'on peut avoir un petit peu une journée, donc une température de consigne qui va évoluer dans la journée, parce que, j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard, on a une notion de cascade de chauffage où on va laisser la consigne de sortie évoluer un petit peu pour donner un coup de pouce au système de chauffage, et on voit que on suit parfois, des fois on s'écarte fortement, des fois on surréagit un peu, puis des fois on est bon, vous voyez. Donc la précision est bonne là. Là, quand on a un brusque changement de consigne, on est un petit peu à la rue, voilà. Mais ça, c'est pas si mal, surtout quand on voit de quelle situation on partait. Le critère de performance rapidité, alors lui, il s'évalue un petit peu en une réponse. Souvent, on fait une réponse à un échelon. Alors ici, c'est le chauffage d'une salle de sport. On déclenche le chauffage à 7 heures du matin et on se rend compte qu'on arrive. Alors ici, c'est une réponse pour avoir 25 degrés. Bien évidemment, jamais on chauffe à 25 degrés. C'est pour avoir
un critère de performance sur une salle de sport. C'est pas le fonctionnement normal de la salle de sport. Le fonctionnement normal, il se trouvera autour de peut-être 20 degrés. Hein, ça dépend de quelle température on part. Donc, on est bon autour de 7h30, 8h. Mais là, pour la réponse, en fait, c'est la constante de temps du système qu'on peut rechercher aussi avec ce genre de système. Et on dira, ben, à partir de quand je suis bon. Alors, il y a le temps de réponse à 5%, il y a le temps de réponse à 10%, c'est-à-dire au bout de combien de temps je suis à plus ou moins 5% autour de la valeur finale de la sortie et pas de la consigne. Hein. Ça, c'est au cas où il y a une erreur statique. S'il n'y a pas d'erreur statique, hein, une erreur qui persiste en régime permanent, à ce moment-là, le plus ou moins 5%, il s'évalue soit autour de la consigne, soit autour de la valeur finale, mais autrement, c'est autour de la valeur finale de la sortie. Et voilà quand on pose l'erreur, hein, ici, bon, voilà, qui va tourner autour de 0. Voilà, c'est pour avoir les deux visions, epsilon et puis régulation, que je pose ça. Voilà, alors, comment ça va fonctionner un régulateur? Un régulateur, on l'a vu, il y a quelque chose qui nous génère une erreur. Alors cette erreur, elle va être traitée, et à partir de epsilon, on va générer 3 grandeurs. Ces 3 grandeurs, on va les ajouter et ça fera notre commande. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu quelles sont ces 3 grandeurs et comment elles fonctionnent. Alors, il y a une grandeur qui va être l'action P, qu'on dit proportionnelle. Il y a une autre grandeur qui est l'action dite I, qui est l'action intégrale. Et il y a une autre action qu'on appelle D, l'action dérivée. Et c'est pour ça qu'on parle de régulation PID ou de correcteur PID, d'action P, ID, etc. Voilà, donc on va regarder dans cette première vidéo très rapidement ce que sont ces 3 actions. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est vraiment de sentir un petit peu au nez comment l'action P, l'action I, l'action D va jouer sur nos 3 critères. Comment P va jouer sur la stabilité, la précision et la rapidité de notre système. Et pareil pour I ou pour D. Voilà un petit peu l'objectif de cette vidéo. Alors, un petit mot quand même sur, ici j'ai sorti la doc Siemens, hein, d'un régulateur, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a des régulateurs PID. Et alors, ces régulateurs PID, ils donnent une constante XP pour la partie d'action proportionnelle, Tn pour l'action intégrale et Tv pour l'action dérivée. Hein, alors voilà, on a ici des valeurs. Alors, j'ai pas pris exactement ces notations. Moi, j'ai appelé TI et TD. Hein, mais voilà. Alors, commençons par l'action proportionnelle pour essayer de comprendre. Donc, l'action proportionnelle, c'est tout bête, hein. On va prendre, alors, dans sa définition mathématique d'origine, la commande, c'est du coup un coefficient, le coefficient Kp, fois epsilon. Si on a la deuxième vision, c'est epsilon sur xp, c'est, je vais voir, xp étant la bande proportionnelle. Il y a ces deux visions des choses, on verra que les coefficients qu'on a d'un régulateur à l'autre ne sont pas présentés de la même façon, et on va voir qu'il faut quand même bien savoir un petit peu à quoi ça correspond, sinon on va dans le mauvais sens, hein, quand on fait des essais. Alors une action proportionnelle, elle peut être donnée comme ça. Ça ici, j'ai un gain. Une fois que je suis arrivé à 100%, ici je suis au maximum de ma commande, donc après je sature. Ici j'ai mis moins 100%, mais ça peut être 0, encore une fois, si c'est une commande 0-100% pour notre système, mais il y a aussi des systèmes qui se commandent en moins 100%, plus 100%, voilà. Alors, on a la notion de bande proportionnelle, donc XP, ici, qui est la zone, donc, liée à l'erreur en abscisse. Donc, XP, son unité, c'est l'unité de epsilon. Si on raisonne température, on va essayer de raisonner température tout le temps, mais ça peut être pression, ça peut être débit, ça peut être des choses comme ça. Si on raisonne XP, eh bien, on se rend compte qu'on est dans l'unité, donc on est en degrés. Et donc, la bande proportionnelle, c'est la partie dans laquelle notre régulation travaille justement en proportionnel. Après, il y a saturation. Donc, si ici j'ai 100%, ça veut dire que j'ai 1. Si ici j'ai XP, on voit bien qu'avec mon coefficient ici, j'ai en fait 1 sur XP, hein, au niveau du coefficient. Donc, il y a l'inverse entre les deux, hein, finalement.
Alors, si j'augmente la valeur de Kp, bah, à ce moment-là, je réduis ma bande proportionnelle. Donc, on voit que à une augmentation de Kp correspond une diminution de Xp. C'est ça qu'il faut essayer de voir hein, ici, c'est que lorsque je veux augmenter mon action proportionnelle, en fait, je vais réduire ma bande proportionnelle et inversement, si j'augmente ma bande proportionnelle, je réduis l'action proportionnelle. Hein, donc c'est ce que je mets ici et c'est ce qu'il faut essayer d'avoir en tête, c'est que lorsque j'augmente Kp, je réduis Xp, ou c'est plus dans ce sens-là qu'on le verra. Si j'augmente Xp, je réduis Kp. Inversement, si je réduis Xp, j'augmente Kp. Donc euh, la bande passante joue inversement proportionnellement à l'action proportionnelle. Je sais pas si j'ai été clair, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. J'y reviendrai, j'en reparlerai. À chaque fois, je ferai attention à bien différencier ces deux choses-là. Alors, quand j'ai mes deux commandes ici, alors je vais avoir, si XP diminue, KP augmente, ça je l'ai dit, donc j'ai augmenté. Alors, on voit bien, si mon erreur, moi, elle est ce qu'elle est, si j'augmente le gain, si j'augmente Kp, bah, j'ai Kp fois epsilon qui est plus grand. Donc, en fait, je vais avoir une action plus forte. Le fait d'augmenter Kp va augmenter la rapidité de mon système parce qu'il va avoir plus de pêche. Donc, il va réagir plus vite. Ma précision va s'améliorer. Ben oui, s'il arrive à un moment de stabilité, mon système, ça veut dire que j'ai une égalité Kp epsilon qui me donne une sortie. Hein. Si j'augmentais la valeur de Kp, epsilon sera plus petit pour obtenir le même effet à l'équilibre. Voyez ? Donc, j'ai une précision qui s'améliore lorsque j'augmente la valeur de Kp. Alors bien sûr, hein, je pourrais en faire la démonstration mathématique, hein, mais encore une fois, boucler tout ça et le faire, c'est pas l'objectif du cours. Hein, donc, je vais être toujours un petit peu embêté à essayer d'expliquer les choses au nez avec les doigts hein, pour le sentir. Je pense que ça se comprend assez facilement. Par contre, comme j'ai un système qui réagit beaucoup plus fortement, beaucoup plus vite, il a une tendance à être instable et à partir en oscillation. Conclusion, il y a une limite de stabilité à la valeur de XP. Donc XP, je vais le réduire, je vais le réduire, je vais le réduire, ce qui va consister à augmenter Kp. Hein, on est d'accord. Donc ma bande proportionnelle, je vais la réduire, mais il y a un moment, je ne serai plus stable. Donc il faut que je garde une stabilité de système et il faudra que je fasse marche arrière. Alors raisonnons un petit peu sur l'action intégrale. Alors cette action, il est important de la comprendre. Ça veut dire, là j'ai tracé epsilon. Et donc, dire que j'ai une commande intégrale, c'est dire que je vais avoir KI fois intégrale de epsilon dt. Alors, un petit peu de maths, désolé. Epsilon dt, intégrale de epsilon dt, c'est ces morceaux de surface. Lorsqu'ils sont au-dessus de la courbe, je les compte positivement. Lorsqu'ils sont en dessous de l'axe des abscisses, je vais le compter négativement. Donc, j'additionne ces blocs-là, je multiplie par mon coefficient KI et j'obtiens ma commande. Ça veut dire que si je reste éloigné de mon erreur, en gros, hein, si j'ai une erreur statique, je vais avoir une action proportionnelle qui va se mettre en place et qui va augmenter avec le temps pour faire réduire cette erreur, bien sûr. Alors, je reviens ici, toujours nos problèmes. KI, ça, c'est mon action intégrale. Plus KI est grand, plus mon action intégrale est forte. Eh ben oui, mais nous, on met une constante de temps, TI, TN chez Siemens, hein, mais TI ici, hein, pour garder l'indice intégral, et ça va dans le sens opposé. Donc, lorsque j'augmente TI, je diminue mon action intégrale. Encore une fois, vous voyez, on a des valeurs inverses entre les deux. Voilà, c'est comme ça. Hein. On préfère raisonner en constante de temps. Donc, si j'augmente KI, ça veut dire que je diminue TI, et si j'augmente TI, ça veut dire que je diminue KI. Alors, on pourrait imaginer que, attention, la doc Siemens nous dit que si je mets un temps d'intégration nul, le régulateur n'a pas de comportement I. Donc, je garde l'action P proportionnelle et D dérivée. Et pourtant, nul, ça voudrait dire un coefficient infini. Alors ça peut poser quelques problèmes. Je me dis 0, alors je vais mettre 0,01. Ah oui, là en fait, je mets une très forte action intégrale. 0, j'en ai pas.
0,01, j'ai une action intégrale la plus forte possible. Non, il faudrait mettre 10 heures pour avoir une toute petite action intégrale. 10 heures, ici je suis en minutes secondes, il faudrait mettre 60 minutes. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Là, je trouve que la doc, elle fait pas assez attention à ça. Elle peut nous amener à comprendre des choses, voilà. Mais Siemens a dit, il faut bien que je trouve un moyen de désactiver l'action intégrale, et c'est en mettant un 0 ici. Ok, donc alors avoir maintenant l'influence sur notre régulation. Alors il y a un truc à comprendre avec l'action intégrale qui me paraît assez fondamental. Si notre système est stable, si le système est stable, ça veut dire que toutes les grandeurs sont stables, toutes les grandeurs sont constantes. Ok, ça veut dire que ma commande est constante. Ok, bah obligatoirement epsilon égale 0. Parce que si ma commande est constante, ça veut dire que j'ai une action ici, donc qui est la commande pour un régulateur PI. J'ai une action ici qui intègre, finalement, vous le voyez, epsilon. Et ben donc obligatoirement, si ça bouge plus, obligatoirement, epsilon est nul. Sinon, cette partie-là ne fonctionne plus. Enfin, va évoluer en fonction du temps. Donc, lorsque j'ai une régulation PI, je n'ai pas d'erreur statique. Le côté magique, on met une action, intégrale, et à ce moment-là, je supprime mon erreur statique. Magique. Alors, voyons voir l'influence de la valeur de TI. Donc, si je diminue TI, c'est que j'augmente l'action intégrale. Ben, on l'a dit, dès que j'ai une action intégrale, quoi qu'il en soit, ma précision est nulle. Ben, je vais avoir une rapidité qui augmente puisque je vais rajouter à mon coefficient de proportionnalité une action intégrale qui est liée à l'erreur, en quelque sorte. Et donc, j'ai une rapidité augmentée et j'ai une stabilité qui est altérée, liée au fait que ma rapidité augmente, puis liée au fait que quand même, je vais traîner derrière moi une action intégrale qu'il va falloir que je garde et qui va garder sa valeur quelque part. Donc, c'est tout à l'heure, c'est l'action intégrale qui me fait la stabilité du système à la fin quand ça bouge plus, et c'est le fait que j'ai intégré et désintégré des éléments, les parties positives et négatives. Donc il faut en mettre de l'action intégrale, mais pas trop, sinon je déstabilise mon système. Alors on va terminer avec l'action dérivée. Alors elle est un petit peu plus subtile à comprendre, celle-là. Alors j'ai tracé ici, dans un cas, l'erreur, et j'ai tracé la dérivée de cette erreur. Donc là, on a une brutale montée, ben oui, epsilon augmente fortement. Donc on a ici, ça sort même des échelles de la courbe. Ici c'est epsilon, ici c'est la dérivée. Et ensuite, on est en négatif, on descend, donc la dérivée est négative. Et puis on va repasser un petit peu en positif après. Voilà, j'ai pas été plus loin pour pas en présenter plus. Mais alors quelle va être l'action ? On a une action qui est, alors ici on a kd d'epsilon sur dt, c'est ça l'action, et on a en fait une constante de temps. Il faut que ce soit homogène ici toujours à epsilon, donc c'est un temps divisé par un temps. Tout à l'heure on avait 1 sur t parce qu'on avait intégrale de epsilon dt, et c'était pareil, il fallait que le dt et le coefficient de l'action intégrale, ti, s'annulent. Enfin, en termes d'homogénéité sur les unités. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça veut dire que quand mon erreur augmente, ici je m'écarte, mon erreur augmente, et je vais avoir un terme ici positif, et donc je vais finalement avoir une action qui va dire « Oh là là, tu t'écartes du chemin, reviens dans le droit chemin, puisque le fait d'augmenter ma commande, théoriquement, réduit l'erreur. » Donc j'ai un terme ici qui, lorsque je m'éloigne de ma valeur de consigne, lorsque epsilon augmente, on va m'augmenter ma consigne pour essayer de revenir dans le droit chemin. Ici, mon erreur diminue. Et là, le truc, il dit, bon, t'es sur la bonne voie, calme-toi un peu. Et si je descends rapidement vers epsilon, il dira, oh là, fais gaffe. Il va réduire à ce moment-là plus fortement la consigne. Donc, en fait, l'action dérivée a un effet stabilisateur du système. Lorsqu'il varie brutalement dans un sens ou dans l'autre, il va avoir une action qui va limiter l'effet de cette variation pour pas qu'on aille trop loin dans un sens ou dans l'autre. Donc ça réduit les fortes variations et ça stabilise le système.
Donc du coup, si je regarde l'influence de ces coefficients, donc KD et TD, ils évoluent dans le même sens, hein, ça c'est pas un souci. Donc si TD augmente, ça ne joue pas sur la précision à la fin, puisqu'à la fin, quand mon système est stable, eh bien la dérivée d de epsilon sur dt est nulle, donc ça ne joue pas sur la précision. Ça dégrade la rapidité, ben ouais, puisque ça vient, dès que ça bouge vite, ça dit oh là là, calme-toi. Donc ça vient réduire la rapidité et en même temps, ben forcément, ça améliore la stabilité. Voilà un petit peu le système. Donc ça, on va utiliser ça pour stabiliser notre système. Et donc, on a une commande qui va être la somme des trois. Alors ici, c'est un régulateur PID parallèle. Il y a des régulateurs PID mixtes, série, etc., qui sont plus liés à la technologie de mise en œuvre du régulateur. Donc, après, il faut voir un petit peu comment on joue, mais les principes restent les mêmes. Les principes des actions, de l'action, donc des valeurs. Hein. On a donc une constante de temps TI pour l'action intégrale, une constante de temps TD pour l'action dérivée et une bande proportionnelle, donc pour l'action proportionnelle. Et donc l'idée, c'est de trouver le bon compromis entre XP, TI et TD pour avoir les meilleures performances possibles du système. Il faudra commencer par établir quelles sont les performances attendues du système, évidemment, pour pas chercher à avoir un système super rapide quand c'est pas utile. Alors, où est-ce qu'on trouve ce genre de régulation? Eh bien, on trouve ça dans les régulateurs des CTA. Il y a une régulation de pression dans les CTA, la température de soufflage, régulation de température ambiante. On peut avoir deux boucles en régulation, j'en parlerai. Les débits d'eau, les vannes 3 voies, les vannes de mélange sur les réseaux de chauffage, il y a une régulation de température. Ça peut être la vanne de mélange pour l'OECS, par exemple. J'en parlerai pas, mais il y a aussi maintenant de la régulation de lumière qui se fait. Il y a de la régulation de débit qui peut se faire, etc., etc. On a des régulations maintenant de débit pour une CTA, hein, je parle. On a des régulations un petit peu partout. Donc moi, j'ai prévu de parler régulation de pression, température soufflée, soufflage et débit d'eau. Hein, je sais pas dans quel sens je les prendrai, mais voilà, j'ai prévu de parler de ces quatre premières régulations. Mon histoire me montre que c'est jamais fait, on laisse les valeurs par défaut des régulateurs, que des fois c'est pas très grave, et des fois c'est très embêtant. L'eau chaude en ECS, elle arrive une demi-heure après, voilà, faut laisser couler l'eau avant que ça se stabilise. J'ai vu, vous l'avez vu en pompage sur une CTA, une CTA qui arrêtait pas de faire des allers-retours. Alors on s'en rend pas forcément compte, hein, ça marche mal, mais ça va provoquer des soucis aussi en amont, hein, cette vanne qui passe de 0 à 100% en continu, etc. Ça fatigue un peu le système, les utilisateurs ont pas forcément le confort attendu, voilà. Donc l'idée, c'est dans la prochaine vidéo, d'aller un petit peu plus près sur les méthodes, la méthodologie pour trouver les valeurs du régulateur PID. On verra la méthodologie et ensuite on travaillera sur des exemples. Alors j'essaierai de faire trois exemples par vidéo. Donc ça fait un ensemble de 3-4 vidéos sur le sujet. Voilà. Cette première vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, si vous trouvez que je suis pas très clair, si vous en voulez un peu plus d'explications. Encore une fois, j'ai aucun souci à refaire une vidéo avec quelques éléments supplémentaires. Voilà, on se retrouve dès la prochaine vidéo.